Marianne Bachmeier n'aurait jamais imaginé faire irruption dans un tribunal pour tuer l'homme qui a abusé de sa fille. Mariam Rodriguez connaîtra elle aussi les affres du deuil après avoir perdu sa fille et se lancera dans la chasse aux coupables. Aucun amour n'est plus tendre et aucune fureur n'est plus féroce qu'une mère protégeant les siens. Qu'il s'agisse de Marianne Bachmeier ou de la douzaine d'autres qui figurent sur notre liste, ces mères ont cherché à se venger brutalement de ceux qui ont ôté la vie à leurs enfants. Entrons dans le vif du sujet. Marianne Bachmeier. Marianne Bachmeier est née à Sarstedt, en Allemagne de l'Ouest, en 1950, après la Seconde Guerre mondiale, et a connu une enfance difficile en raison du caractère alcoolique et autoritaire de son père. Elle a eu une enfance difficile en raison de la nature alcoolique et autoritaire de son père. Elle a accouché 2 fois pendant son adolescence et les a tous deux donnés en adoption. Elle a eu une 3e grossesse et, cette fois, elle a décidé de garder le bébé et de s'en occuper elle-même. Elle avait donné 2 enfants à l'adoption et elle était déterminée à garder Anna. Malheureusement, le destin lui réserve un sort cruel. Le 5 mai 1980, Anna, âgée de 7 ans, a séché l'école après une dispute avec sa mère. Elle a été enlevée par Klaus Grabowski, un boucher de 35 ans, qui l'a agressée sexuellement et étranglée avec les collants de sa fiancée. Grabowski a été arrêté après que sa fiancée l'a dénoncé. Il a affirmé qu'Anna avait tenté de l'extorquer, ce qui l'a poussé à la tuer de peur de retourner en prison. Cette déclaration est à l'origine de l'explosion de Marianne Bachmeier le 6 mars 1981. Au cours du procès de Grabowski, Marianne a introduit clandestinement un Beretta 70 dans la salle d'audience et l'a abattu de 6 balles dans le corps. Elle a été appréhendée alors qu'elle prononçait les mots « Je l'ai fait pour toi, Anna ». L'affaire a fait l'objet d'une vaste couverture médiatique, d'une attention particulière de la part du public et d'un débat sur la question de savoir si la vengeance était un acte de justice bien servi ou un activisme dangereux. Marianne Bachmeier a été reconnue coupable d'homicide involontaire et de possession non autorisée d'une arme à feu le 2 mars 1983. Elle a été condamnée à une peine de 6 ans, mais a bénéficié d'une libération conditionnelle 3 ans après le début de sa peine. Alors que cette mère a eu la vie facile, la quête de justice de la mère suivante a tourné à la tragédie. Danielle Harris. En mars 2020, Antonio Harley, 22 ans, a abusé sexuellement de la fille de Harris, âgée de 12 ans. Cette découverte a bouleversé le monde de Danielle Harris et a déclenché une série d'événements dévastateurs. Danielle Harris, une mère de 42 ans originaire de Géorgie, est choquée et a du mal à croire qu'une chose aussi cruelle a été faite à sa fille. Elle a porté plainte auprès de la police et, bien que celle-ci ait promis d'enquêter, Harris n'était pas satisfaite. La police a mis en garde Mme Harris contre le fait de laisser sa colère prendre le dessus, mais ces avertissements sont tombés dans l'oreille d'un sourd. La mère est blessée et en colère. Avec l'aide d'un groupe d'amis, elle s'est rendue chez Harley pour le confronter. La dispute s'est rapidement envenimée. Au milieu du chaos, un membre du groupe de Harris a tiré dans la poitrine de Harley à travers la porte. Le frère de Harley, qui se trouvait dans l'appartement, a riposté pour se protéger et a blessé mortellement Juan Newkirk, 19 ans, qui faisait partie du groupe de Harris. Danielle Harris a été inculpée d'homicide volontaire, de voies de faits graves, de préparation de voies de faits graves et de détention d'une arme à feu. Bien qu'elle ait été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, la mère suivante sur notre liste n'a pas eu à subir tout cela, mais elle n'est jamais restée la même. Doreen Lawrence. Doreen Lawrence est une militante britannico-jamaïcaine dont la vie a été profondément bouleversée par le meurtre de son fils, Stephen Lawrence. Le 22 avril 1993, une bande de jeunes blancs a brutalement attaqué et tué Stephen Lawrence, un étudiant de 18 ans qui attendait un bus à Eltham, dans le sud-est de Londres. L'affaire est restée en suspens pendant 20 ans avant que les assassins de Stephen ne soient finalement traduits en justice. Gary Dobson, 47 ans, et David Norris, 46 ans, ont finalement été reconnus coupables du meurtre de Stephen en 2012. Cependant, 3 suspects, Jamie et Neil Lacour, ainsi que Luke Knight, sont toujours en liberté. Neville Lawrence, le père de Stephen, a officiellement pardonné aux assassins pour guérir. Mais Doreen reste fermement convaincue que les gens ne devraient être épargnés que s'ils admettent qu'ils ont fait le mal. Lors d'une récente interview à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Stephen, elle a parlé de la lutte pour la justice qui se poursuit toujours. La baronne Lawrence a plaidé sans relâche en faveur de la justice, en fondant le Stephen Lawrence Charitable Trust et en œuvrant à l'amélioration des relations avec la communauté et du maintien de l'ordre. Malgré ses efforts, elle estime que la véritable justice pour son fils n'a toujours pas été rendue. Outre son travail de campagne, Doreen Lawrence a joué divers rôles publics et politiques, notamment en fondant le prix Stephen Lawrence pour les jeunes architectes et en servant de conseillère en matière de relations raciales pour le Parti travailliste. La journée Stephen Lawrence a été officialisée le 22 avril 2018 en tant que jour férié national pour honorer sa vie et diffuser sa mémoire par l'intermédiaire de la fondation Stephen Lawrence Day.
Avec son nouveau slogan « Ordinary Extraordinary », la campagne veut inspirer les personnes et les groupes à aider les enfants défavorisés. Contrairement à Doreen Lawrence, le cas suivant sur notre liste a souffert directement de son agresseur et a fait en sorte qu'il obtienne ce qu'il méritait. Mary Vincent. L'histoire de Mary Vincent est celle d'une survie extraordinaire et d'un plaidoyer puissant. Mary Vincent est née en 1963 et a grandi à Las Vegas au sein d'une famille de 7 enfants. Ses débuts ont été marqués par des difficultés familiales, ce qui l'a amenée à quitter la maison et à faire de l'autostop pour se rendre chez son grand-père à Berkeley, en Californie. En septembre 1978, alors qu'il tente de rentrer à Los Angeles, Vincent accepte d'être pris en stop par Lawrence Singleton. Ce qui avait commencé comme un voyage d'autostop apparemment ordinaire a tourné au cauchemar. Singleton, qui avait des antécédents de comportement violent, a brutalement attaqué Vincent. Il l'a assommé, l'a agressé sexuellement et lui a coupé les 2 bras avec une hachette. Il a ensuite jeté Vincent du haut d'une falaise et l'a laissée pour morte. Vincent a miraculeusement survécu à la chute et est remonté sur la falaise, bien qu'elle soit gravement blessée. Elle a mis de la boue sur ses blessures pour arrêter le sang et a appelé à l'aide, qui est venue d'une voiture qui passait par là. Vincent a travaillé avec la police à l'hôpital pour réaliser un portrait robot de son agresseur. Ce dessin a joué un rôle très important dans l'arrestation et la condamnation de Singleton. Elle a également témoigné devant le tribunal, ce qui a permis à Singleton d'écoper d'une première peine de 14 ans. Malgré de nombreuses protestations, Singleton a été libéré après seulement 8 ans de prison. Il a tué une autre femme en 1997 et Vincent a de nouveau témoigné contre lui. Après cela, Singleton a été condamné à la peine de mort, mais il est mort d'un cancer en 2001 alors qu'il se trouvait dans le couloir de la mort. Contrairement à Mary, la vie de la mère suivante a changé radicalement après la mort de son fils. Patricia Stallings. Patricia Stallings était une mère de famille de Saint-Louis, dans le Missouri, dont la vie a pris un tournant dévastateur le 9 juillet 1989. Son fils Ryan souffrait de troubles gastriques chroniques depuis sa naissance. Ce jour fatidique, Patricia l'a emmené d'urgence à l'hôpital, où son état est devenu critique, avec une respiration laborieuse et des vomissements incontrôlables. La situation s'est aggravée lorsque les analyses médicales ont révélé que Ryan présentait un taux élevé d'éthylène glycol dans le sang, ce qui indique un possible empoisonnement à l'antigel. Les autorités, soupçonnant un acte criminel, ont rapidement jeté leur dévolu sur Patricia. Malgré ses tentatives désespérées pour comprendre ce qui se passe, elle est choquée par les soupçons immédiats de la police. Ils l'ont isolée de son mari et ont scruté ses moindres faits et gestes. L'état de Ryan s'est amélioré au bout de 12 jours, mais il n'a pas été autorisé à retourner sous la garde de ses parents. Quelques mois plus tard, les symptômes réapparaissent et Patricia est accusée de l'avoir empoisonné. Le 7 septembre 1989, Ryan est décédé et Patricia a été accusée de meurtre au premier degré. Patricia était enceinte lorsqu'elle a été arrêtée et a accouché de David Jr. en attendant son procès. David Jr. a rapidement présenté des symptômes semblables à ceux de Ryan. Les professionnels de la santé ont alors diagnostiqué chez l'enfant une acidémie méthylmalonique, AMM. En mars 1991, elle a été condamnée pour meurtre au premier degré. L'analyse de sang de Ryan par le scientifique William Sly et le docteur James Shoemaker a révélé la présence de MMA, ce qui constitue une avancée majeure. Ils ont découvert que les analyses précédentes pouvaient confondre le MMA avec l'éthylène glycol. Grâce à cette découverte, Patricia a été libérée de prison en juillet 1991, après presque 2 ans. Patricia a intenté un procès à l'hôpital où elle a donné naissance à son fils et a obtenu un dédommagement après avoir été acquittée. Son affaire a révélé de graves problèmes liés aux tests médico-légaux et a modifié la manière dont les maladies génétiques peu courantes sont diagnostiquées et traitées. Alors que Patricia s'est vue refuser le droit d'enquêter sur son fils, la mère suivante sur notre liste est devenue détective pour traquer les assassins de sa fille. Miriam Rodriguez. Miriam Rodriguez Martinez, née le 5 février 1960 à San Fernando, Tamaulipas, Mexique, a vécu une tragédie qu'aucun parent ne devrait endurer. Sa fille, Karen Alejandra Salinas Rodriguez, a été enlevée par des membres du célèbre cartel Los Zetas en 2012. Malgré le versement d'une rançon, Karen n'est jamais rentrée chez elle. 2 ans plus tard, les restes de Karen ont été découverts, confirmant les pires craintes de Myriam. Poussée par le chagrin et un désir inébranlable de justice, Myriam s'est lancée dans une mission périlleuse pour retrouver les assassins de sa fille. Elle a mené ses enquêtes en se déguisant souvent et en utilisant divers pseudonymes pour recueillir des informations. Son dévouement a porté ses fruits et a permis la capture de 10 personnes impliquées dans l'enlèvement et le meurtre de Karen. Malgré ses succès, la croisade de Myriam a fait d'elle une cible.
Le 10 mai 2017, jour de la fête des mères au Mexique, des hommes armés ont fait irruption chez elle et lui ont tiré dessus à 12 reprises. Elle est décédée sur le chemin de l'hôpital. L'assassinat de Myriam a provoqué une onde de choc au Mexique et déclenché des manifestations exigeant une meilleure protection des défenseurs des droits de l'homme. La prochaine sur notre liste est une mère qui a été tout aussi malchanceuse que Myriam. Sharon Bechenivsky. Sharon Bechenivsky, officier de police dévoué du West Yorkshire, avait 38 ans lorsqu'elle a été abattue alors qu'elle intervenait pour un vol dans l'agence de voyage Universal Express à Bradford en novembre 2005. Ce n'était pas un jour comme les autres pour sa famille. C'était le 4e anniversaire de sa fille Lydia. Lorsque Sharon est arrivée sur les lieux avec son collègue, elle a été accueillie par des coups de feu. Le cerveau du vol, Piran Dita Khan, ainsi que 6 autres hommes, ont orchestré le hold-up qui a entraîné la mort de Sharon. Khan, qui s'était réfugié au Pakistan peu après l'incident, a réussi à échapper à la capture pendant près de 20 ans. Ce n'est qu'en 2020 que les autorités pakistanaises l'ont arrêté et il a été extradé vers le Royaume-Uni en 2023. En avril 2024, Khan est finalement condamné pour le meurtre de Sharon, mettant un terme à une affaire qui a hanté sa famille et ses collègues pendant des années. Khan avait déjà admis le vol, mais nié le meurtre. Il a cependant été reconnu coupable des deux, ainsi que de 2 chefs d'accusation pour possession d'une arme à feu, dans l'intention de mettre en danger la vie d'autrui, et de 2 chefs d'accusation pour possession d'une arme prohibée. La condamnation de Khan, prévue pour mai 2024, marque la fin d'un long et douloureux parcours pour la famille de Sharon. L'histoire de Sharon Bechenivsky témoigne des dangers auxquels sont confrontés les policiers et de l'impact profond de leur perte sur leur famille. Ceux qui l'aimaient et la communauté qu'elle servait se souviennent de sa bravoure et de son dévouement. Si vous pensiez que c'était tout, attendez d'entendre la prochaine sur notre liste, une mère dont la quête de justice s'étend sur 18 ans. Terry Probyn. Philippe et Nancy Garrido ont enlevé JC Duggar, alors âgée de 11 ans, alors qu'elle se rendait à l'arrêt de son bus scolaire à South Lake Tahoe, en Californie, le 10 juin 1991. Cet événement a traumatisé sa mère, Terry Probyn. Malgré les possibilités limitées de retrouver sa fille après les 72 premières heures, Terry n'a jamais perdu la foi. JC a été retenue captive dans l'arrière-cour des Garrido à Antioch, en Californie, pendant près de 20 ans. Pendant cette période, elle a donné naissance à 2 filles, toutes 2 engendrées par son ravisseur, Philippe Garrido. L'optimisme et l'amour de Terry pour sa fille n'ont jamais faibli. Elle portait JC dans son cœur et croyait qu'elle reviendrait. La confiance inébranlable de Terry a porté ses fruits le 27 août 2009. 2 policières diligentes, soupçonnant Philippe Garrido, l'ont convoqué à une audience de libération conditionnelle, où JC, pour la première fois en 18 ans, a révélé sa véritable identité. JC a décrit le moment de son évasion comme la rupture d'un mauvais sort. Les retrouvailles entre JC et sa mère ont été l'aboutissement émotionnel d'années de chagrin et de désir. Terry a exprimé son immense tristesse et son incroyable colère pour les années perdues, tout en étant immensément reconnaissante du miracle que représentait le retour de JC. Dans ses mémoires, A Stolen Life, JC a parlé de la joie de revoir la mère qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Philippe Garrido, un violeur reconnu coupable, a été condamné à 431 ans de prison pour ses crimes odieux, tandis que sa femme Nancy a été condamnée à 36 ans de prison. Leur condamnation a apporté un peu de justice à JC et à sa famille, même si les cicatrices du passé resteront toujours présentes. JC, qui vit aujourd'hui dans un lieu tenu secret avec ses 2 filles, se consacre à l'éducation de ses enfants et à la reconstruction de sa vie. Comme certaines des mères de notre liste, la suivante n'échappe pas à la règle. Son intuition erronée l'a conduit en prison. Bonita Lynn Vela. Bonita Lynn Vela, originaire de l'Indiana, a commencé à soupçonner le petit ami de sa fille d'avoir fait du mal à son fils de 2 ans. Poussée par ses soupçons et influencée par la consommation de marijuana, elle a pris des mesures extrêmes pour protéger son enfant. En décembre 2012, Vela a confronté l'adolescent, l'accusant de l'acte odieux. Dans un accès de rage, elle a utilisé un cutter pour le marquer, avec l'intention de s'assurer qu'il ne ferait jamais de mal à un autre enfant. Le garçon a nié les accusations, mais les actions de Vela ont été motivées par sa conviction qu'elle protégeait sa famille. Vela a été accusée de séquestration criminelle et de coups et blessures avec une arme mortelle. Fait remarquable, elle a évité la prison, écopant de 10 mois de détention à domicile et d'une injonction de suivre un traitement de santé mentale et de toxicomanie. Cette affaire a suscité un débat public sur les limites de la protection maternelle et de l'autodéfense. Alors que les actions de Vela étaient en quelque sorte le résultat de l'amour, la mère suivante sur notre liste n'a jamais pu voir le retour de sa fille. Luana Miller. Amanda Berry a été enlevée par Ariel Castro et retenue en captivité pendant 10 ans. Pendant cette période, sa mère, Luana Miller,
a inlassablement cherché et défendu le retour de sa fille, maintenant l'affaire sous les yeux du public et contribuant au sauvetage final d'Amanda. Luana Miller a suivi les traces d'Amanda, a donné de nombreuses interviews aux médias et a encouragé les autorités à suivre toutes les pistes. Tragiquement, Luana Miller est décédée en 2006, 7 ans avant qu'Amanda ne soit retrouvée. Malgré sa disparition, les efforts de Luana Miller ont permis de maintenir l'intérêt du public pour l'affaire. Le 6 mai 2013, Amanda Berry s'est courageusement échappée, ce qui a permis de sauver 2 autres femmes, Michelle Knight et Gina DeJesus. L'évasion d'Amanda Berry et les sauvetages qui ont suivi ont marqué la fin d'un cauchemar de 10 ans. Malheureusement, sa mère, qui s'est tant battue pour son retour, n'était pas là pour assister à ces joyeuses retrouvailles. Pour comprendre la mère suivante sur notre liste, nous devons d'abord reconnaître l'incroyable parcours de découverte de soi et l'impact de son enlèvement sur sa vie et sa famille. Carlina White. Carlina White a été enlevée alors qu'elle était bébé au centre hospitalier de Harlem en 1987 par Anne Petway, une femme qui voulait désespérément un enfant après plusieurs fausses couches. Élevée sous le nom de Nejdra Nettie Nance, Carlina a résolu l'affaire de son enlèvement et a retrouvé ses parents biologiques 23 ans plus tard. C'était une nuit étouffante du mois d'août 1987. Les parents de Carlina White, Joy White et Carl Tyson ont amené leur nouveau-né au centre hospitalier de Harlem avec une forte fièvre. À leur insu, une femme se faisant passer pour une infirmière allait profiter de l'occasion pour enlever leur fille. L'enlèvement a eu lieu pendant le changement d'équipe de nuit, un moment de vulnérabilité. Anne Petway, la kidnappeuse, a été vue à l'hôpital en train de se faire passer pour une infirmière. Carlina, âgée de 19 jours seulement, a été enlevée alors qu'elle recevait un traitement. Sa perfusion a été retirée et son nom a été déguisé. Anne Petway a déménagé Carlina à Bridgeport, dans le Connecticut, où elle l'a élevée sous le nom de Nejdra Nettie Nance. La vie de Nettie a été marquée par les problèmes juridiques de Petway et la révélation de sa véritable identité. À l'adolescence, Nettie se méfie de plus en plus de ses origines. Nettie a découvert en 2005, alors qu'elle était enceinte, que le certificat de naissance délivré par Petway était faux. Cela l'a incitée à rechercher sa véritable identité et, en 2011, elle s'est reconnue parmi les photos d'enfants disparus fournies par le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Les tests ADN ont montré que Nettie était en fait Carlina White. Les retrouvailles avec ses parents biologiques, Joy White et Carl Tyson, ont été douces amères et semées d'embûches, notamment un litige judiciaire concernant le règlement des frais d'hospitalisation. Anne Petway a finalement été arrêtée et condamnée à 12 ans de prison pour enlèvement. Cette affaire ne met pas seulement en évidence la résilience de Carlina White, mais aussi l'impact que de tels crimes ont sur toutes les personnes impliquées, contrairement à la mère suivante de notre liste qui a pris la loi en main. Elena Starr Nessler. Elena Starr Nessler, également connue sous le nom d'Ellie, s'est battue pour subvenir aux besoins de sa famille en 1988. À 36 ans, Ellie jonglait avec divers emplois mal rémunérés et des périodes d'aide sociale, s'efforçant de subvenir aux besoins de ses enfants. Le jour, elle était une mère dévouée, mais la nuit, son côté sauvage apparaissait, alimenté par son implication dans la communauté des motards et une dépendance à la méthamphétamine. Cette même année, Daniel Driver, âgé de 31 ans, a postulé pour un emploi de cuisinier dans un camp d'été chrétien pour enfants. Daniel Driver avait des antécédents douteux qu'il cachait au personnel de la colonie de vacances. Il avait été arrêté pour attouchement sur mineurs et avait été remis en liberté surveillée après que plusieurs membres de son église eurent envoyé des lettres au juge pour se porter garant de sa moralité. Libéré de prison et dont le passé criminel n'a pas été révélé, Driver a obtenu le poste qui allait être le théâtre de son prochain crime. Plusieurs garçons étaient inscrits au camp d'été et parmi eux se trouvait Willie, le fils d'Elena, âgé de 7 ans. Elena s'attendait à ce que son fils vive une expérience sûre et enrichissante, mais elle l'a envoyé directement entre les mains d'un prédateur sénile. Le chauffeur a pris Willie pour cible, l'a agressé et a menacé de le tuer, lui et sa famille, s'il révélait l'agression. Ce traumatisme a gravement affecté Willie sur le plan émotionnel et l'a marqué à vie. Lorsque le garçon est rentré du camp, les membres de sa famille ont remarqué un net changement chez lui. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée pyjama chez une tante, Willie a finalement révélé que Driver lui avait fait de vilaines choses. Cette confession a bouleversé le monde d'Ellie, ce qui l'a amené à poursuivre son enquête et à apprendre que son fils n'était pas la seule victime de Driver. 3 autres garçons du camp se sont également manifestés avec des accusations similaires. En 1989, Daniel Driver a été arrêté à Palo Alto pour vol, mais il est retourné dans le comté de Tuolumne pour répondre des accusations d'attouchement sur les garçons. Malgré la gravité des crimes, la procédure judiciaire semble lente et incertaine, ce qui poussera plus tard Ellie à agir, car elle craint que la justice ne soit pas rendue. Le 2 avril 1993,
Elena est entrée dans la salle d'audience de Jamestown où se tenait le procès et a tiré 5 fois sur Driver, le tuant sur le coup. Cet acte d'autodéfense choquant a suscité un débat national sur la justice et la protection des parents. Dans un premier temps, elle a bénéficié de la sympathie du public, mais après qu'il a été révélé que ces actes avaient été commis sous l'influence de la méthamphétamine, elle l'a perdu en grande partie. Elle a été accusée de meurtre et a passé plus de 3 ans en prison avant de plaider coupable d'homicide volontaire. Elle a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement, mais a été libérée au bout de 3 ans. Si le cas d'Elena était assez déroutant, la mère suivante de notre liste est à elle seule une histoire de profond malentendu. Lupe Mercado. Lupe Mercado et son mari, Barry Gilton, traversaient l'un des problèmes les plus difficiles de la vie de parents, la phase d'adolescence de leur enfant. Leur fille de 17 ans avait quitté le domicile familial et s'était installée avec son petit ami, Calvin Sneed, 22 ans. Pour ne rien arranger, Sneed était un voyou et un proxénète. Il exploitait leur fille et l'adolescente apparaissait dans des annonces sexuelles à Los Angeles. Les parents, désespérés, ont essayé à plusieurs reprises de convaincre leur fille de quitter Sneed, mais ils n'étaient pas en bons termes avec elle et elle ne voulait pas les écouter. Les procédures légales pour y parvenir auraient été vaines car les filles proxénètes sortent rarement du cycle. Par frustration, ils ont eu recours à la justice. Le 4 juin, vers 2 heures du matin, Sneed allait chercher la fille de Mercado dans le quartier de Bayview, à San Francisco. Alors qu'il s'apprêtait à la rejoindre à l'intersection de Jennings Court et de Meade Avenue, un SUV argenté s'est arrêté devant sa fenêtre et a ouvert le feu sur lui. Sneed a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé contre une camionnette dans la rue. Une balle de calibre 40 lui a écrasé le globe oculaire gauche et traversé le front. Les enquêtes de police révéleront plus tard que Lupe Mercado et Barry Gilton avaient aidé un gang local à assassiner Calvin Sneed pour se venger d'avoir fait de leur fille une travailleuse du sexe. La fusillade avait été perpétrée par le cousin de Gilton, Antonio, et un autre gangster local, Alfonso Williams. Les 2 hommes ont été arrêtés après le meurtre et condamnés respectivement à 22 et 25 ans de prison. Lupe Mercado a été acquittée du meurtre mais accusée de complicité de meurtre et risque 15 ans de prison si elle est reconnue coupable. Son mari, Gilton, a également été acquitté du meurtre mais inculpé de complicité de meurtre de Sneed et pourrait être condamné à la perpétuité s'il est reconnu coupable. L'incertitude plane sur le sort de Lupe, mais pas sur celui de la prochaine mère de notre liste, qui a tenté de venger l'assassin de son fils, mais a fini par blesser la mauvaise personne. Barbara Graham. L'histoire de Barbara Graham est un portrait touchant de la profonde angoisse d'une mère menant à des actes désastreux. L'affaire est centrée sur la tentative désespérée de Barbara Graham de venger la perte de son fils de 4 ans, qui s'est finalement soldée par une fusillade injustifiée. En janvier 2001, Barbara Graham était assise dans une salle d'audience de Washington, D.C., sombrement vêtue d'un tailleur sombre et d'un foulard de soie, et regardait son procès avancer. La mort de son fils l'avait dévastée, et ses sanglots agonisants pendant le procès mettaient en évidence son profond chagrin et sa souffrance intérieure. L'affaire a commencé par une tragédie profondément personnelle. Le jeune fils de Madame Graham a été tué par balle, ce qui a poussé une mère au cœur brisé à rechercher la justice. Alimentée par la colère et la frustration suscitée par la lenteur des progrès dans l'affaire de son fils, la douleur de Madame Graham a pris une tournure sombre. Les procureurs affirment que Graham, remplie de chagrin, a tenté de se faire justice elle-même. Elle se serait approchée de Kiko Smith, 22 ans, avec un revolver de calibre 45, le prenant pour un suspect dans le meurtre de son fils. Graham, accompagné de l'amant de sa fille, Erskine Moorer, a ouvert le feu sur Smith, le blessant involontairement. La salle d'audience a entendu le terrible témoignage de Smith, qui est aujourd'hui paralysé et se déplace en fauteuil roulant. Il s'est souvenu de la confusion qui a régné lors de la fusillade et de la façon dont Graham et Moorer l'ont pris pour cible par erreur. Malgré ses terribles blessures et sa paralysie, le témoignage de M. Smith a joué un rôle essentiel dans le procès. Madame Graham a reçu un soutien mitigé. Si certains, notamment les membres de la Million Mom March, l'ont soutenu, son cas a démontré les conséquences dévastatrices d'un deuil non résolu et les extrêmes auxquels les gens sont prêts à se livrer lorsqu'ils sont déçus par le système judiciaire. Alors que Graham a agi comme une entité unique, le dernier cas de notre liste provient des bidonvilles de l'Inde, dans ces rues où la justice de la jungle a été rendue de sang-froid. Maire de Kasturba Nagar. Les événements qui se sont déroulés dans le bidonville de Kasturba Nagar à Nagpur, en Inde, le 13 août 2004, révèlent un épisode dramatique de justice vigilante qui a choqué la nation. Akku Yadav, gangster et violeur notoire, terrorisait depuis longtemps les habitants de Kasturba Nagar. Le règne de violence et d'agression sexuelle de Yadav visait les femmes du bidonville, avec des rapports d'attaques horribles et de viols collectifs. Son impunité résultait d'un mélange de corruption locale et de négligence systémique. Les actions de M. Yadav ont suscité une réaction forte et unie.
Lorsqu'il s'est présenté à une audience, un groupe d'environ 200 femmes de Kasturba Nagar, munies de pierres, de couteaux de cuisine et de poudre de chili, a pénétré de force dans le palais de justice. Yadav a connu une fin tragique lorsqu'il a été violemment attaqué dans la salle d'audience, souffrant de nombreux coups de couteau et de mutilations. Malgré la gravité du crime, la réaction au meurtre de Yadav a été controversée. La communauté a subi l'opprobre et la suspicion, de nombreuses personnes perdant leur emploi et devenant des parias de la société. Les suites judiciaires ont vu l'acquittement des accusés en raison de témoignages non fiables et de vices de procédure, reflétant ainsi les difficultés plus importantes du système judiciaire. Ces récits montrent jusqu'où les mères peuvent aller pour protéger leurs enfants. Leur douce affection peut déclencher une rage fanatique qui ne connaît pas de limites, et elles sont prêtes à tout pour que justice soit rendue à ceux qu'elles aiment. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et instructive, ne manquez pas de regarder d'autres vidéos similaires et étonnantes sur l'écran. Merci encore d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.